Bonsoir Wendy, bonsoir Augustin Dromanet. Bonsoir Luc Évrard. Quand on parle de la Caisse des dépôts et consignations, on dit pour aller vite, c'est le bras financier de l'État. Elle aura 200 ans en 2016. Elle assure des missions de service public. La plus connue, c'est le financement du logement social à travers la centralisation de la collecte du livret A. Mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses pour le développement économique du pays. Si vous deviez, en un mot par exemple, et pour commencer, nous dire ce qui vous différencie d'une banque ordinaire, vous diriez quoi? C'est que nous faisons beaucoup de fonds propres. Une banque ordinaire a un modèle économique qui consiste à faire beaucoup de prêts Mhm. en se finançant avec les dépôts des particuliers ou éventuellement des emprunts sur le marché. Nous n'avons pas de dépôts de particuliers, nous avons des dépôts des professions juridiques et Mhm. puis nous avons nos fonds propres. Et avec cet argent, nous prenons des participations dans des entreprises en actions, c'est-à-dire que nous sommes sur la longue durée. C'est ça, c'est le long terme en fait qui vous différencie. Alors, bien sûr, il existe des banques qui sont long-termistes, mais malheureusement pour elles, la réglementation les conduit de plus en plus à privilégier le court terme, à raison des règles, notamment de Bâle, qui les conduisent à avoir vu renchérir très fortement leurs prêts sur la Mhm. longue durée. On va prendre un exemple de l'action de la Caisse des dépôts. Dans l'actualité, vous êtes sur le point d'entrer au capital de la Poste, aux côtés de l'État, 1,5 milliard d'euros pour une participation de 26%. Est-ce que c'est ça? Vous êtes tombé d'accord sur le chiffre? Il est très probable qu'effectivement, lorsque nous aurons achevé le processus, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, nous serons effectivement actionnaires à 26%. Il reste quelques détails, notamment sur la gouvernance à régler. Et puis il y a aussi une négociation sur une soulte que vous pourriez éventuellement apporter à la Poste. Si elle réalise ses objectifs pour 2015, on parle d'un complément de prix de 338 millions. C'est le chiffre qui est sorti ce matin dans la Alors, presse. en fait, cet argent ne sera pas tout à fait versé à la Poste. Il serait versé à l'État. L'idée de manœuvre, elle est la suivante. Nous sommes tombés d'accord avec l'État sur un prix, une valeur des fonds propres de la Poste au moment Ouais. de notre achat. Néanmoins, comme nous avons pris un certain nombre de prudence, si la Poste devait faire beaucoup mieux que ce que nous avons prévu, à ce moment-là, nous sommes convenus avec l'État que nous partagerions cette prospérité supplémentaire. Donc, nous aurions, bien entendu, si la Poste faisait mieux que prévu, notre investissement serait plus rentable que prévu, Mhm. et une fraction de cet accroissement de prospérité serait donnée par la Caisse des dépôts, non pas à la Poste, non pas à la Société La Poste, mais à l'État qui est aujourd'hui actionnaire à 100%. Bah oui, c'est ça, c'est l'actionnaire aujourd'hui, c'est le seul jusqu'à présent. Il y a un gros travail de restructuration pour la Poste. C'est pour ça d'ailleurs que vous parlez de l'avenir avec un point d'interrogation. Un tiers du courrier en moins dans les 5 ans, ça veut dire que l'entreprise va devoir se réinventer. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2007, j'avais dit à Jean-Paul Bailly que nous étions prêts à l'accompagner. Vous savez, au moment de la nouvelle économie, dans les années 99-2000, on disait qu'un réseau était égal au carré, la force d'un réseau était égale au carré du nombre de ses membres. Ouais. Imaginez un petit peu ce que représente une entreprise qui dispose d'un réseau de 17 000 points de présence locale. Et je crois que le management de la Poste est parfaitement conscient de la force que représente ce réseau. Le tout, c'est de savoir quoi en faire, quoi, du réseau, puisqu'il ne fera plus la même chose par définition. Il fera évidemment autre chose, Mm. mais regardez par exemple l'accord qui vient d'être passé pour que la Poste puisse distribuer des services de téléphonie. Mhm. Oui, la Poste dans le téléphone, c'est le retour des PTT, ou presque, hein. Il y a un autre joyau à la Poste, c'est la Banque Postale. Vous allez en devenir actionnaire aussi, évidemment. Vous êtes également actionnaire de Dexia, qui est une banque spécialisée dans le crédit aux collectivités locales en France et qui a beaucoup souffert de la crise financière. Est-ce que vous confirmez vouloir rapprocher les deux? Alors, d'abord, je vous confirme une chose, c'est qu'à titre personnel, je suis ennemi du mélange des genres. Il existe une gouvernance de Dexia, il existe une gouvernance de la Poste, et ça n'est pas au motif que la Caisse des dépôts est actionnaire de Dexia et est amenée à être actionnaire de la Poste qu'elle pourrait être une espèce de Deus ex machina qui inventerait dans des antichambres des rapprochements dont ne souhaiteraient pas les entités concernées. Ah, vous dites ça Donc, pour les rassurer, mais non, je ne dis pas ça ça pour fait l'instant, je sens dis ou parce pas? que c'est très important. Mhm. Il y a deux choses qui sont claires. La première, c'est qu'effectivement, le management de Dexia a approché la Poste pour évoquer des possibilités de synergie, notamment sur le financement des collectivités locales. Mais que je suis très attaché à ce que et l'un et l'autre puissent avoir des discussions pour les mérites propres du dossier, et que la Caisse des dépôts joue simplement dans chacune des sociétés un rôle qui respecte l'intérêt de chacune des sociétés et qui ne rentre pas dans le mélange des genres. À eux de discuter, quoi. À eux de discuter. Bien entendu, j'ai une opinion sur la question, mais je m'interdis de mener des manœuvres de coulisses pour tordre les gouvernances des deux entreprises. Je parlais du livret A en commençant, il s'est banalisé depuis près d'un an. Toutes les banques le distribuent. Elles aimeraient bien garder une partie de la collecte pour leurs propres prêts, aux entreprises par exemple. Il y aura des négociations au début de l'an prochain, ça va commencer. Votre position de départ, c'est qu'il faut que la caisse garde tout? Alors, Luc Évrard, la centralisation ou pas du livret A n'est pas un enjeu pour le résultat de la Caisse des dépôts. Mhm. Nous gérons le livret A pour le compte de l'État et tout le résultat du livret A va pour l'État. Donc la Caisse des dépôts n'a aucun enjeu financier.
En revanche, en tant qu'elle est acteur de l'utilisation des dépôts du livret A, elle est fondée à avoir une opinion. Et mon opinion est la suivante. Les dépôts sur le livret A sont des dépôts privilégiés, puisqu'ils sont exonérés d'impôts et qui sont garantis par l'État. Ma théorie est simple, quand vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Et ma théorie est que lorsque des dépôts bénéficient d'un certain nombre de privilèges, il est légitime que l'État leur demande d'être employés à un certain nombre de missions dites d'intérêt général. Il y a comme un soupçon là, vous pensez, vous présumez que les banques ne feraient pas forcément ce qu'elles ont promis en matière de prêts aux entreprises? C'est pas une présomption, c'est pas une présomption, Luc Ivrard, c'est une certitude. Je pense que l'État est mieux à même de savoir ce qui est de l'intérêt général que les entreprises privées, qu'elles soient des banques ou pas des banques. Alors l'État, parlons-en, puisqu'il est aussi très intéressé par vos ressources, en tout cas vos bénéfices, puisque vous en faites. Jusque-là, c'était un peu la foire d'empoigne chaque année en fonction de ses besoins à lui. On sait qu'ils sont lourds maintenant, en fonction de ses profits, enfin en fonction de vos profits. Vous semblez avoir trouvé un terrain d'entente, un accord équilibré. Ce sera 50-50, c'est ça? Ça sera un peu plus compliqué que ça, Luc Évrard, mais vous avez raison. Dans l'esprit. Vous avez raison. C'est un accord très équilibré. Je crois que chacun a fait des efforts. En réalité, notre contribution effective au budget de l'État sera un petit peu accrue, mais relativement peu par rapport aux règles précédentes. Ce que nous avons introduit, c'est l'idée que nous ne pouvions pas verser à l'État plus que notre résultat social, c'est-à-dire ce que nous avons en caisse. Ouais. Donc de fait, alors que jusqu'à présent nous versions 33,3% de nos résultats, en moyenne d'année, on versera peut-être un peu plus de 37-38. Mais je crois que l'avantage énorme de cette règle, c'est qu'elle règle définitivement la question de la volatilité du prélèvement, puisque fréquemment, lorsque nous faisions des plus-values exceptionnelles, l'État souhaitait en appréhender une part qui excède 50%. Et là, nous avons réglé ce problème, donc je crois que nous allons pouvoir travailler sereinement. Merci beaucoup, Augustin Dormanet. Merci, Luc Évrard.